Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers collègues d'Algérie, du Maghreb, de France et de partout ailleurs, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation à présenter mon travail au congrès de la Société algérienne d'infectiologie. Euh, je regrette énormément de ne pas pouvoir être là aujourd'hui avec vous pour des histoires toutes bêtes mais classiques de visa. Algérie que je connais fort bien pour y être venu des dizaines de fois dans un contexte à la fois familial et professionnel où j'ai eu l'occasion de découvrir un grand nombre de wilayas de votre beau pays, d'Oran à Constantine en passant par Alger, Batna, euh, Tamanrasset, Tisemsilt, Saïda, Sidi Bel Abbès et j'en parle. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un travail que nous avons réalisé à plusieurs mains, une revue systématique de la littérature sur la fièvre Q en Algérie entre 1935 et 2025, travail que nous avons fait à la fois sur la fièvre Q humaine, mais également la fièvre Q animale et les vecteurs. Cette deuxième partie étant présentée dans un poster que vous aurez ou que vous avez eu l'occasion de voir à l'occasion de ce congrès. Voilà, deux diapositives pour résumer la fièvre Q. La fièvre Q, c'est une zoonose, donc une infection transmise de l'animal à l'homme liée à une bactérie de type Coxiella burnetii. Elle est présente dans la littérature, elle est dite présente dans la plupart des pays du monde. Chez les animaux et le bétail en particulier, elle est responsable de conséquences sur la reproduction avec des avortements, des mortalités néonatales, des naissances prématurées. Donc c'est une vraie plaie pour l'élevage. Elle aurait aussi des conséquences probablement dans la faune sauvage avec des diminutions de population, mais c'est des choses qui sont moins connues. Chez l'humain, elle est plutôt rare en dehors de certaines zones d'endémie, à l'origine de tableaux fébriles parfois persistants, d'infections pulmonaires, comme c'est le cas en Guyane, là d'où je viens. J'ai pas eu l'occasion de me présenter, donc moi je suis professeur Loïc Epelboin, je suis français, j'ai fait toutes mes études en France et j'exerce maintenant en Guyane depuis une dizaine d'années, donc une zone tropicale en Amazonie, près du Brésil, et ce qui est également une des régions au monde où la fièvre Q est l'endémicité la plus forte, ce qui explique ma passion pour cette pathologie. La fièvre Q aiguë est donc responsable également d'infections pulmonaires et puis avec des fièvres Q dites chroniques, récemment rebaptisées par l'équipe de Marseille, persistantes, focalisées, avec des tableaux d'endocardite et d'infections vasculaires. La transmission à l'humain, elle se fait depuis les animaux et le bétail en particulier infectés par inhalation ou relargage dans l'environnement de, euh, de la bactérie dans la poussière et qui va être inhalée secondairement par l'être humain. Le rôle de la faune sauvage est mal compris, même si la fièvre Q, Coxiella burnetii, est retrouvée généralement dans la plupart des espèces de mammifères. Voilà, le diagnostic n'est pas évident avec des techniques d'immunofluorescence reposant sur la sérologie avec des IgG, des IgM de phase 1 et 2, et puis également une PCR. Les IgM vont se positiver en général à partir de 7 à 15 jours après le début des premiers symptômes et de la fièvre, ce qui peut expliquer que la sérologie puisse être négative à la phase initiale de la fièvre. Et puis la PCR, elle va être utile pour faire le diagnostic de fièvre Q sur éventuellement le sang ou les tissus à la phase chronique. À la phase chronique, on va également trouver une des sérologies typiques de phase 1 positive. L'antibiothérapie et le traitement de référence, soit la phase aiguë ou chronique. À la phase aiguë, c'est principalement la doxycycline qui est recommandée. Et à la phase chronique, même si un certain nombre d'études sont en cours ou doivent être initiées, pour l'instant, le traitement reconnu est l'association de doxycycline et de hydroxychloroquine. Voilà, on dit que la fièvre Q est présente partout dans le monde, mais une revue de la littérature que j'avais faite il y a quelques années, non exhaustive, montrait qu'en Afrique, un grand nombre de pays n'avaient jamais rapporté aucun cas de fièvre Q, que ça soit chez l'humain ou chez l'animal. Et les quelques pays qui en avaient rapporté, à l'exception de l'Afrique du Sud ou du Kenya, rapportaient très peu d'études ou alors des cas très éparses, et donc avec une nécessité clairement d'explorer les connaissances sur la fièvre Q en
en Afrique un petit peu mieux. Cette revue que j'avais faite montrait qu'il y avait quelques études, soit des études de séroprévalence, soit quelques cas rapportés d'un pays à l'autre, euh, avec un grand nombre de pays pour lesquels aucune étude n'avait jamais été réalisée, donc montrant que il y avait clairement un intérêt à aller chercher un petit peu plus loin sur le sujet. Voilà, et donc c'est à l'occasion d'une première présentation que j'avais faite à un autre congrès d'infectiologie, celui de la SARI, il y a quelques mois, où j'avais proposé de parler de la fièvre Q de façon générale et avec quelques mots que j'avais fait sur l'Algérie, et ben m'était venue l'idée avec le professeur Nassima Achour de réaliser une revue exhaustive de la littérature sur la fièvre Q en Algérie pour savoir un petit peu plus. Voilà, donc j'ai fait un gros travail de décortiquage de la littérature, en allant chercher à l'aide de critères Prisma, donc des critères de précision pour les revues de la littérature, tout ce qui avait pu être publié en Algérie sur la fièvre Q entre 1935, date de la découverte de Coxiella burnetii et de sa maladie clinique, la fièvre Q en Australie, puis 2025, aujourd'hui, dans un certain nombre de bases de données, PubMed, Scopus, Sciences Direct, et puis le site des thèses d'Algérie pour la littérature grise. Je suis aussi passé par Google Scholar, évidemment. Voilà, j'ai exclu les revues de la littérature qui n'apportaient pas plus d'informations que les études rapportées ci-dessus, les enquêtes CAP, connaissances, attitudes, pratiques. Les études animales, je les ai étudiées, mais là, pour le topo que je vous fais aujourd'hui, je ne ferai que l'évoquer à la toute fin. Et puis, j'ai fait une analyse séparée des publications historiques, des études de séroprévalence et des études cliniques. Dans un second temps, je me suis fait aider par un certain nombre de spécialistes de la fièvre Q, le docteur Élodie Rousset, spécialiste de la fièvre Q animale, le docteur Olivier Duron, spécialiste de la fièvre Q chez les tiques, le professeur Pierre-Édouard Fournier pour le Centre national de référence animal, le professeur Achour évidemment, et puis deux plus jeunes m'ont aidé également dans la conception de ce travail, le docteur Anissa Desmoulins qui travaille au CHU de la Réunion et qui m'a fait les cartes magnifiques que vous allez voir, et le docteur Moustapha Diop du l'hôpital principal de Dakar au Sénégal qui lui m'a permis l'analyse principalement sur la méta-analyse que vous verrez moins aujourd'hui. J'ai sollicité plus d'une douzaine de chercheurs algériens sur la fièvre Q et la coquille burnetii chez l'animal, mais malheureusement je n'ai pas eu de retour à mes sollicitations. Donc, voilà le diagramme de flux, le flowchart de ma revue de la littérature, qui, à partir d'un certain nombre de travaux retrouvés sur Internet, soit sur la littérature publiée dans Sciences Direct, PubMed ou Scopus, soit sur la littérature grise, qui retrouvait 42 thèses ou mémoires sur la fièvre Q, après exclusion des différents travaux critères d'exclusion que je vous ai cités jusqu'avant. J'ai abouti à 45 études sur la fièvre Q animale publiées ou mémoires et 16 études sur la fièvre Q humaine que je vous rapporte ici. C'est un travail qui a été soumis au One Health Journal. Voilà, alors la première carte réalisée à partir de cette revue de la littérature des 16 cas identifiés en Algérie sur la fièvre Q. Donc vous voyez que peu de wilayas sont concernés par des travaux entre 1935 et 2025, avec au moins un travail réalisé à Tlemcen, à Oran, à Sétif, à Alger, à Batna et également à Tamanrasset, travaux que je vais décrire juste après. Voilà, les premiers cas ont été décrits dans les années 40 à l'époque de l'occupation française de l'Algérie, avec les deux premiers cas qui ont été rapportés dans la région d'Alger en 1948, avec des tableaux de fièvre et d'asthénie, donc absolument rien d'original en termes de présentation. Ensuite, il y a trois épidémies qui ont été rapportées dans les années 50, toujours à l'époque de l'occupation française, et c'était cette fois-ci chez des militaires français. Les trois épidémies ont comme point commun d'avoir mis en présence des
militaires français dans des contextes de présence de fumier et de paille provenant d'élevage de chevaux et de moutons, ou dans un autre cas, ils avaient été en contact avec des produits d'abattage de viande de mouton. Donc en tout cas, un lien clairement entre le bétail et les êtres humains, à l'origine de plusieurs dizaines, voire centaines de cas à cette époque-là, rapportés du côté de Tlemcen et de Batna. Heu, à une époque un petit peu plus récente, voilà, il y a eu, je vous rapporte ici 2 études de séroprévalence. Il n'y a eu que 2 études de séroprévalence réalisées en Algérie, donc ça, pour ceux que ça intéresserait, il faut absolument se lancer dans des études plus larges sur la de séroprévalence de la fièvre Q pour mieux la comprendre. Cette fois-ci, c'est une étude, bon, qui, probablement serait pas faite de la même façon aujourd'hui, dans le Hogar, dans la région de Tamanrasset, et donc une étude qui avait été réalisée à la fois chez les habitants et également dans la faune domestique, et qui retrouvait que des disparités selon qu'on était à Tamanrasset ou en dehors de Tamanrasset, et on retrouvait une sérologie positive chez 12% des garçons de moins de 16 ans. On retrouve aussi quelques cas positifs en séroprévalence chez les adultes, aucune séropositivité chez les filles. Donc il en était conclu que le risque était probablement lié. Dans cette même étude, on retrouvait un certain nombre de dromadaires positifs, et donc il y avait probablement un lien épidémiologique entre ces dromadaires positives et les jeunes garçons de moins de 16 ans qui s'en occupaient. Une deuxième étude réalisée par le docteur Lacheb et le professeur Raoult, publiée en 2009, mais qui avait été réalisée en 95-96 dans la région de Sétif, et qui comparait zone rurale et zone urbaine, avec une prévalence élevée de 16% et une prédominance euh, enfin, la prévalence plus importante en zone rurale comparée à la zone urbaine. Les facteurs de risque retrouvés, c'était donc le contact avec les ovins, comme c'est montré ici, avec l'exposition professionnelle également retrouvée de façon significative. Pas de lien entre la séroprévalence positive et le contact avec les bovins ou les caprins. Donc c'était vraiment vivre en zone rurale et avoir une profession exposée, être en contact avec les ovins, donc les moutons, qui favorisaient la séropositivité des gens. Voilà, quelques cas rapportés entre 1993 et 2024 d'endocardite, et même un cas de péricardite particulier, puisque la plupart des cas ont été rapportés chez des patients algériens en France, et puis le cas de péricardite au Portugal, dans des contextes de valvulopathie ou de valve prothétique, et puis une étude algérienne menée par l'équipe du docteur Ben Slimani, qui a porté dans la région d'Alger sur 108 patient avec des endocardites à hémoculture négative, et qui a retrouvé 2 cas sur ces 108 positifs à fièvre Q. Le travail de sérologie et de PCR a été réalisé à Marseille, au Centre national de référence des rickettsies, la fièvre Q. 2 publications sur la fièvre Q dans les fièvres aiguës, non pardon, 3 publications. La première que vous voyez ici, qui a été réalisée par le docteur Gaoui dans le service du professeur Achour notamment, une étude cas témoin qui a pris 70 patients hospitalisés pour fièvre, et on retrouvait 3 cas positifs en sérologie, un cas positif en PCR. Donc finalement 5% des environ des fièvres qui étaient des fièvres inconnues aiguës hospitalisées à l'hôpital de El Ketar, donc El Hadi Flissi, était lié à la fièvre Q, et chez tous ces patients positifs, un contact avec les ruminants était identifié. Un autre travail un petit peu plus ancien qui avait été réalisé, donc c'était un travail qui avait été réalisé toujours par l'équipe marseillaise, avec des sérums issus de d'une quinzaine de pays d'Afrique. Et donc, cette fois-ci, c'était parmi, sur le sérum de 268 patients algériens fébriles, un était positif en PCR à la fièvre Q, un patient d'Oran, avec un tableau de fièvre persistante myalgie depuis 6 jours, et à la radio de thorax, une pneumopathie aiguë communautaire de type atypique.
Voilà une autre étude, un petit peu indirecte, mais qui a fait l'objet d'une thèse avec 2 publications, hein, donc par le docteur, Looney avec, la recherche de Coquilla Burnetti chez les poux à la fois de sans domicile fixe, des réfugiés nigériens et des écoliers à Alger, Boumerdès et Tizi Ouzou par PCR, et on retrouvait, 6 des poux de ces personnes positives chez les sans-abri à Alger, et par contre, et 4% chez les réfugiés et aucun chez les écoliers. Voilà, donc montrant une présence indirecte de fièvre Q dans ces populations. Enfin, et j'en aurais terminé avec les études sur la fièvre Q humaine en Algérie, une étude intéressante menée toujours par le docteur Gaoui en 2018 dans 2 centres obstétricaux d'Alger sur 725 femmes enceintes, 380 cas avec des avortements spontanés fébriles et 345 témoins, 3 patientes avec des anticorps anti-fièvre Q et 4 placentas positifs en QPCR, tout ça dans le groupe des cas, aucun dans le groupe témoin. Donc, première association démontrée en Algérie entre une infection à Coxiella burnetti et un avortement spontané. Voilà, donc quelques points de discussion. Bah, vous voyez que le nombre d'études est relativement limité, hein. 16 études sur 90 ans, c'est relativement faible. Quelques autres publications ont été faites sur la fièvre Q humaine, mais des revues de la littérature qui reprenaient régulièrement ces études que je vous ai présentées ici. La plupart des cas humains chez des Algériens ont été diagnostiqués à l'étranger, soit chez des Algériens à l'étranger, soit sur des prélèvements qui ont été envoyés notamment au CNR de la fièvre Q à Marseille, et qui montrent les difficultés diagnostiques et du plateau technique pour diagnostiquer la fièvre Q en Algérie, même si des choses se développent actuellement. Voilà. Et puis, clairement, ces conséquences de l'absence de diagnostic font qu'il y a probablement une sous-estimation par les cliniciens locaux qui pensent moins, puisque ça fait pas partie des diagnostics fréquents qu'on réalise. On sait bien que plus on peut faire le diagnostic, plus on pense à la maladie. On l'a bien vu en Guyane, on ne pensait pas du tout à la fièvre Q avant les années 90. À partir du moment où on a vu que ça existait et que les méthodes biologiques ont été mises en place, et ben on en diagnostique de plus en plus. Voilà, et les cas en Algérie, très souvent associés à un contact avec le milieu rural et avec le bétail. Je me permets de faire 2 ou 3 slides sur la fièvre Q animale. Je vous encourage à aller voir le poster réalisé par la même équipe sur la revue de la littérature systématique sur la fièvre Q animale en Algérie, dont je vous fais quelques points saillants dans la diapositive suivante. Donc voilà, on a identifié 45 études recensées entre 1935 et 2025 à partir des sources que je vous ai montrées. Sur le site des thèses d'Algérie, bah, il y avait souvent des travaux qui ont été ensuite publiés, donc je les ai pas pris en note. Mais en tout cas, voilà, 45 études recensées, 30 études dédiées aux ruminants. Chez les bovins, une prévalence variant de 4 à 33%. Chez les petits ruminants type ovins et caprins, une prévalence plus importante variant de 12 à 75%. Chez les dromadaires, des prévalences très élevées, même si, attention, les méthodes sérologiques utilisées sont pas complètement validées, vu que les méthodes sérologiques utilisées chez l'animal sont validées uniquement chez les bovins, les ovins et les caprins. Séropositivité 14% chez les chevaux. Dans la faune autre que le bétail et les dromadaires, il y a eu quelques études qui ont rapporté des prélèvements positifs en sérologie ou en PCR chez des chiens et des chats errants, des rats, des hérissons, puis une étude qui a retrouvé des tiques de chauve-souris positives. Voilà, 17 études réalisées sur les tiques, mais alors attention, c'est un peu compliqué la biologie moléculaire sur les tiques, et on a vite fait de confondre Coxiella burnetti avec des Coxiella dites endosymbiontes, c'est-à-dire des Coxiella non pathogènes qui vivraient en très bonne entente avec les tiques, mais qui ne sont pas des Coxiella qui donnent la fièvre Q. Voilà, je vous ai montré une des cartes qu'on a réalisées sur la répartition des études sur la fièvre Q animale en Algérie. Je vous envoie encore une fois à aller voir le poster qui est beaucoup plus complet. Voilà, c'est mon avant-dernière diapositive, donc conclusion et perspective. La présence de la fièvre Q est ancienne en Algérie puisqu'elle remonte aux années 40, une infection qui semble clairement sous-estimée, bien qu'elle ait été documentée chez des humains, dans le bétail, les animaux de compagnie, la faune sauvage et les arthropodes.
Les ruminants et les camélidés sont probablement les réservoirs principaux de cette maladie en Algérie et avec la transmission vers les humains. Quelques études sur la faune sauvage, l'éthique, attention. Voilà, clairement un sous-diagnostic marqué lié au manque de capacité locale, facilité de faire le diagnostic, que ce soit en sérologie ou en biologie moléculaire. La comparaison des études, notamment les méta-analyses qu'on a pu faire, sont à prendre avec précaution vu que les méthodes utilisées, les seuils, le type de sérologie, le type de prélèvement varient d'une étude à l'autre. Voilà, et donc avec un besoin majeur de renforcer les capacités diagnostiques de sérologie, de PCR, également de NGS, c'est-à-dire de séquençage à haut débit, qui permettrait aussi de faciliter les choses, soit pour les diagnostics de fièvre nue, on en cherchait d'autres pathogènes, notamment sur les pathologies d'inoculation, ou des Luminex pour les sérologies multiples. Voilà, des études longitudinales transversales sont nécessaires pour en savoir plus sur le risque. Aller faire des études dans toutes les wilayas, il y en a au moins 28 où il n'y a jamais eu aucune étude sur la fièvre Q, alors que l'élevage existe partout. Et puis, il y a des nécessités d'une sensibilisation de tout un tas de couches de personnes, que ce soit les cliniciens, les vétérinaires, les éleveurs et également les autorités, pour vraiment rappeler que la fièvre Q est là à l'origine de fièvre, à l'origine d'endocardite et chez les animaux à l'origine de, euh, de diminution de la production avec des, euh, des avortements spontanés, des mortalités néonatales, etc. Voilà, j'en ai fini à Texaha. J'espère que le congrès se passe bien. Voilà, et puis vous avez salutations de la Guyane, ce petit bout de France en Amazonie. Et encore une fois, j'ai une immense déception de ne pas pouvoir être là aujourd'hui pour serrer la main aux collègues. Et notamment, j'ai vu un certain nombre de personnes qui travaillaient sur la fièvre Q étaient présentes à ce colloque que j'aurais beaucoup aimé rencontrer. Mais c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous si nécessaire. Voilà, je vous souhaite un très bon congrès et une très bonne journée. Au revoir.